Ok. Mm, Bon, bonjour à tout le monde. Merci à tout le monde pour être aujourd'hui, hier, aujourd'hui, deux jours de suite. Aujourd'hui, c'est le tour d'Esther Blanco qui va nous présenter les second exercices aux examens Bac, structure de la rédaction avec plusieurs exemples. Vous avez remarqué, j'imagine que vous avez reçu un mail avec les documents qu'elle va vous présenter. Je vous remercie à tous et en spécial à Estelle Blanco pour accepter ce défi. Hein. Alors, merci à tous et c'est ton tour, Esther. Ok. Bonjour à tous et soyez les bienvenus, bien sûr. Et bon, tout d'abord, je voudrais vous dire qu'il va falloir utiliser les documents que Michel-Angel vous a très gentiment envoyés parce que, à mon avis, c'est plus facile, on perd moins de temps qu'avec les présentations dans notre mythe, parce que c'est bon, c'est plus facile à voir, à rédiger, à lire sur votre écran directement, comme ça. Je vais vous prévenir de quel document on va utiliser à chaque moment. Mais par l'instant, c'est le premier, c'est la structure de la rédaction de l'examen d'histoire. C'est un document qui commence avec un exemple de sujet, la guerre d'Algérie. La structure de la rédaction. Si vous le trouvez, vous l'avez accessible, ça va nous faciliter la compréhension de tout ce que je vais vous dire. Bon, d'emblée aussi, je voudrais m'excuser parce que mon français, c'est pas le français de Pascal. Moi, je suis pas francophone du tout. Moi, j'ai appris le français très rapidement, peut-être trop. Et bon, vous allez le voir, bon, j'ai commis, je vais commettre des fautes, probablement. Bon, je vous prie de m'excuser. Alors, je vais commencer par quelques conseils que je crois qui peuvent être utiles à vos élèves quand ils font les examens, pas seulement en Vachivac, même avec vous. J'imagine que vous les avez déjà laissé très clair, mais bon, c'est intéressant aussi de leur rappeler qu'il faut toujours, avant de commencer à rédiger quoi que ce soit, il faut ordonner leurs idées avant de rédiger, faire un petit brouillon, faire un schéma. Bon. En outre, il faut soigner la présentation de la copie parce que bon, il y a des élèves qui présentent des trucs qui sont vraiment sont pas bien, ni sont faciles à corriger. Il faut aussi qu'ils fassent attention à l'orthographe et à la calligraphie, parce que si on ne peut pas lire l'examen, les profs, on s'énerve, et ça c'est pas bon pour faire un bon corrigé non plus. Et finalement, surtout, il faut leur rappeler que c'est facile à faire un hors-sujet. Un hors-sujet, c'est très commun parce qu'ils lisent pas bien. Et ils doivent s'entraîner à lire les titres des choses, les titres des questions, parce que sinon, ça nous arrive de voir des examens qui ne sont qu'un hors-sujet, alors tu peux rien noter là-bas. Donc, on va commencer donc avec ce document que je vous ai commenté, la structure de la rédaction, en fait, c'est mon but de bien clarifier comment il faut rédiger donc cet exercice. Alors, l'exemple de sujet que vous avez, c'est la guerre d'Algérie. Bon, j'ai choisi ce sujet parce que c'est un sujet peut-être, tous les sujets que j'ai choisis sont des sujets lourds parce que j'ai pensé que ça pourrait vous aider plus que, par exemple, je ne sais pas, l'affaire Dreyfus,
c'est un sujet très, très travaillé et que tout le monde peut trouver beaucoup d'informations. Alors, bon, j'ai choisi ces sujets et le sujet aussi de la crise du modérantisme en Espagne. Bon, c'est un sujet aussi un peu bon, lourd aussi. Hein. Alors, c'est un sujet du 19e siècle et cet autre, c'est du 20e siècle. Bon, par rapport à la structure, on va diviser l'exercice. J'imagine que vous le savez déjà. Je ne sais pas combien d'années d'années scolaires vous travaillez dans le Vachivac, mais bon, si c'est la première année où il fait pas trop de temps, peut-être ça va vous aider, d'accord? Alors, je suis contente de voir que ça va être utile à quelqu'un. Alors, la rédaction a 3 parties. La première, c'est l'introduction. La deuxième, le développement. Et finalement, il faut rédiger aussi une conclusion. Alors, on va voir petit à petit quelles sont les parties de chaque part partie de cet exercice. La première, donc, l'introduction. L'introduction est la première impression que les profs, nous avons de notre élève. Alors, elle doit être particulièrement soignée. À mon avis, je dis toujours à mes élèves qu'ils la rédigent entièrement au brouillon. Entièrement au brouillon. Et il peut, je crois, dédié à cette introduction pour bien la préparer, au moins, pas dépasser 30 minutes, mais c'est une demi-heure pour bien la faire. Pourquoi? Parce que l'introduction a 3 parties. Et l'objectif de cette introduction, c'est, d'un côté, présenter le sujet. Le sujet qu'on vient de nous donner, dans ce cas, c'est la guerre d'Algérie. On nous a donné le titre, la guerre d'Algérie, on nous a donné 5 ou 6 dates de cette époque-là que l'élève peut utiliser ou pas, parce que ça dépend des dates qu'on va nous donner. Mais bon, et la première, donc, c'est présenter le sujet. En deuxième, il faut se poser une problématique. L'élève va fabriquer la propre problématique pour finalement proposer un plan bien structuré qu'il doit annoncer et après le suivre, bien sûr, le suivre dans le même ordre dans la deuxième partie de l'exercice, que c'est le développement. Alors, par rapport à cette présentation du sujet, la première partie de l'introduction. Alors, il faut commencer l'exercice avec une phrase d'accroche, une ou 2 phrases d'accroche qui présentent le sujet. Alors, il faut chercher les mots les nécessaires, les mots les plus nécessaires, les mots essentiels qui expliquent ce sujet en le présentant dans le temps, c'est-à-dire il faut donner des dates et aussi dans l'espace. Bon, vous savez, l'histoire, il faut toujours la cerner, il faut donner des protagonistes, des endroits où les choses succèdent, il faut donner les causes, les conséquences, il faut bien expliquer les faits. Dans l'introduction, il nous faut dire où les faits ont lieu et aussi les temps. Cerner le temps où ces faits ont lieu. Alors, comme exemple de phrase d'accroche sur cette guerre d'Algérie, je vous ai mis 2 exemples. Je vous conseille je vous ai mis les mots qu'il faut mettre dans la phrase d'accroche, aussi dans la deuxième partie d'introduction, que c'est la problématique, et aussi dans l'annonce du plan. Vous allez voir dans votre photocopie que par rapport à la phrase d'accroche, je vous ai mis entre 30 et 40 mots. C'est une petite présentation. Ça dépend de la maturité de l'élève aussi. Hein.
Alors, je ne sais pas s'il va falloir que je le lise. Je vais lire en tout cas la plus courte parce que je ne veux pas… il ne faut pas lire. Vous pouvez après regarder et travailler sur ces documents et j'espère que vous allez bien les profiter. Alors, le deuxième exemple, c'est une phrase très courte, mais bon, je crois qu'un élève peut lui-même la rédiger. C'est « La guerre d'Algérie désigne le conflit colonial opposant entre 1954 et 1962 la France, puissance coloniale, et l'Algérie, nation colonisée, dans le cadre particulier des processus de décolonisation de l'après-guerre. » Je crois, je ne sais pas quelle est votre idée, mais je crois qu'un élève peut rédiger ça. Peut-être en première année, non. Mais au milieu de terminale, au milieu de bachillerato, en segundo, je crois que c'est parfaitement possible qu'un élève puisse rédiger une phrase comme ça, une phrase d'accroche comme ça. Je ne sais pas quel est votre avis. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut participer, s'il vous plaît, je vous demande si vous avez des questions à me poser, vous pouvez le faire quand vous voudrez. Moi, j'arrête et je recommence. Moi, j'ai tout noté. Alors, je ne vais pas me perdre. Bon, c'est à vous donc de proposer des questions, d'accord? Et je serai enchantée de répondre si je suis capable. Hein, ça, c'est une autre chose. Bon. Par rapport à la deuxième partie de l'introduction, on a déjà rédigé cette phrase, ces deux phrases d'accroche, et il faut fabriquer une problématique. Ça veut dire énoncer le problème posé par le sujet sous une forme de question qui peut être directe ou indirecte, c'est-à-dire une question inversée ou tout simplement une question normale. Alors, elle n'est pas, la question n'est pas une reformulation du sujet, mais elle doit être posée à partir d'avoir fait une analyse et d'avoir bien compris quel est le sujet et quels sont tes connaissances et tes capacités pour pouvoir répondre. Alors, c'est absolument nécessaire qu'on fabrique, qu'on crée, qu'on se pose une question, qu'on soit capable de répondre. Il faut prévenir les élèves. Pose-toi une question que tu sois capable de répondre avec tes connaissances, parce que on peut pas essayer d'inventer, non? Il faut être pratique. Alors, je vous ai mis différents exemples de problématiques sur la guerre d'Algérie. La problématique doit être courte. La problématique, c'est une question. Alors, je vous ai mis entre 15 et 25 mots et j'ai mis 4 exemples de problématiques, mais par rapport à ces trucs des problématiques, on va en reparler. Hein. Bon, alors, pour en lire une, bon, si vous voulez les lire toutes, c'est à vous. Bon, par exemple, en quoi les événements d'Algérie et sa violence extrême montrent l'enjeu auquel la France de la 4e République est-elle confrontée? Bon, ça c'est une question que maintenant peut-être ni vous ni moi ne pourrons pas répondre parce qu'on n'a pas préparé le sujet, mais les élèves en terminale, les élèves au mois de mai doivent pouvoir répondre à cette question. Alors, par rapport aux problématiques, c'est toujours un sujet bon, très compliqué pour les élèves. Ils n'y arrivent pas. Ou c'est très difficile pour eux de préparer ces types de problématiques. Alors, je vous ai préparé une liste que bon, vous pouvez passer directement à vos élèves si vous voulez. Et bon, j'ai fait ça avec les miens. Et bon, ils sont contents de pouvoir copier, non, au moins avoir une structure pour pouvoir construire ces types de problématiques. Alors, il y a beaucoup d'exemples. Vous avez, c'est le document où j'ai mis, je crois, problématique. Je ne sais pas si vous l'avez. Vous allez voir qu'il y a plusieurs manières de se poser cette question pour
entamer donc au moins l'idée de la rédaction qu'on va présenter. Alors, je ne sais pas si vous pouvez les regarder et comme ça, on va voir si votre, j'aimerais savoir si ça, vous le considérez utile et si vous avez fait ça avec vos élèves, si vous avez proposé une liste avec des questions pour qu'ils ils y travaillent. Alors, bon, c'est à vous si vous voulez participer et lire ces questions-là et me poser les questions qui soient nécessaires. Je ne sais pas. Bon, de toute façon, vous avez ce document, vous pouvez le travailler plus tard. Alors, si vous n'avez pas de questions, oui, merci, Xavier. Si vous n'avez pas de questions, je continue et vous pouvez toujours me déranger hein, quand vous voudrez. Bon, cela dit, c'est la partie donc cette partie de la problématique. Alors on passe à la troisième phase de notre introduction. La troisième phase, c'est l'annonce du plan. On va annoncer le plan. Moi, je vous conseille de dire aux élèves de faire, bien sûr, on est dans un sujet historique. Alors, à mon avis, normalement, la manière de fabriquer ce plan, c'est, je le ferai d'une manière chronothématique, c'est-à-dire avec un ordre temporel. Parce que même je crois que pour les élèves, c'est plus facile. Oui, si c'est un truc que c'est, ça a un rapport, par exemple, avec deux pensées politiques, deux idéologies, bon, alors peut-être pas, non? Alors, il faudra annoncer un plan thématique. Mais normalement, on est dans le domaine historique, alors il va falloir faire un plan chronothématique, c'est-à-dire chronologique et thématique en même temps. Alors, normalement, cette annonce du plan doit présenter 2 ou 3 idées principales, 2 ou 3 parties principales qu'on va développer dans la partie suivante de l'exercice. Quelles sont? Bon, alors, le plan sera construit à partir de la problématique parce qu'il doit en constituer une réponse. Le plan, c'est la réponse à notre propre problématique. Alors, étant donné qu'on nous demande de développer le sujet en 3 parties, il faut que les élèves annoncent le plan de cette manière-là, en 3 parties. Alors, pour savoir si ce plan va marcher ou ne va pas marcher, on peut vérifier si les titres, ces 2 ou 3 parties de notre annonce du plan, répondent-elles ou pas à la problématique. Je vous ai mis des exemples parce que c'est plus facile de voir ces types de trucs avec un exemple que de ne pas parler durant des heures et des heures. C'est pour ça que ma participation dans ce cours est pratique. Hein. C'est la pratique réelle avec des exemples parce que ça, c'est ça qui marche. Alors, je vais vous lire la première, même si elle est plus longue, parce que comme ça, vous allez voir quelle est la manière de présenter 3 parties différentes avec quel mot de liaison on peut utiliser pour présenter ces parties. Par contre, la deuxième, je l'ai préparée pour présenter le développement en 2 parties. Alors, je préfère, et j'ai pas mis des connecteurs parce qu'il n'a pas fallu. Alors, c'est la première, je crois que c'est plus pratique pour vos élèves. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, l'insurrection nationaliste débute en Algérie le 1er novembre 1954 par une série d'attentats commis par le Front de libération nationale. Alors, le mot de liaison. Après avoir identifié
ces événements et leur impact sur la politique extérieure française, nous aborderons, on va parler de nous, on ne va pas parler de moi, je, on, non, la personne qu'il faudra utiliser, c'est nous. Nous aborderons comment bientôt cette guerre provoque le retour de De Gaulle et ensuite met fin à la 4e République. Puis, nous analyserons l'indépendance de l'Algérie. Alors, ça, c'est un développement en 3 parties que normalement, c'est le choix des élèves. Normalement, la majorité des élèves vont choisir ce développement en 3 parties. Pourquoi? Probablement, c'est plus facile. Probablement, les élèves qui vont faire le choix des 2 parties, je crois que ce sont des élèves qui sont plus mûrs, qui ont plus de connaissances et qui cherchent à, je ne sais pas le dire en français, l'ouïrs. On peut, mais je ne sais pas le dire. Si vous voulez m'aider, je vous remercierai à toujours. Ils cherchent dans des élèves qui peuvent le faire. Et bon, je ne risquerai pas de conseiller à la majorité de mes élèves de le faire en 2 parties. Vraiment, vraiment pas. Bon, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie-là? Non? Merci, Andrea. Je suis contente de te voir. Bon, c'est un peu dommage parce qu'on ne se voit que derrière un écran. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, je vous ai mis là un rappel par rapport au temps. Par rapport au temps. Savoir gérer son temps est important. La recherche d'idées, le choix de la problématique, c'est difficile. C'est difficile. Alors, il faut faire attention à ne pas perdre trop de temps à faire ce choix, ni à le rédiger. Et il faut, je répète, qu'il faut faire l'introduction en entier au brouillon. En entier. Par contre, le développement, on peut le faire directement dans la copie. Mais je conseille aussi à mes élèves de faire toujours un schéma. Un schéma de… Bon, en fait, le schéma, c'est déjà ce qu'on vient d'expliquer. L'annonce du plan, c'est déjà le schéma. Mais bon, s'ils ont le temps, ils peuvent aussi le préparer un peu, le développement. Bon, alors, j'insiste à cette idée de ne pas dépasser les 30 minutes sur les 2 heures qu'on a pour faire l'examen, ne pas dépasser les 30 minutes pour rédiger en entier, en brouillon, l'introduction, c'est-à-dire la phrase d'accroche, la problématique et l'annonce du plan. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut rappeler aux élèves aussi, c'est qu'il faut séparer, toujours séparer, l'introduction physiquement dans la copie du développement. Et bien sûr aussi, le mettre en blanc plus petit, si vous voulez, entre les différentes parties, les différents paragraphes de l'introduction. Il faut bien expliquer aux élèves que la manière de présenter un exercice, c'est aussi, ça peut mettre plus à l'aise ou pas au prof quand il corrige. C'est comme ça. Alors, il faut respecter les marges, bon, tout ça de la présentation qu'on a déjà dit. Alors, un autre truc, c'est peut-être, c'est une bêtise, c'est une manie. À moi, je suis un peu maniaque, oui, c'est vrai. Mais c'est un truc qui est presque disparu des rédactions des élèves. Et je ne sais pas comment ça s'appelle en français non plus. C'est commencer chaque paragraphe en laissant une lignée. Je crois qu'il s'appelle lignée, non? Je laisserai un peu d'espace chaque fois qu'on commence un paragraphe. Parce que c'est plus joli. C'est plus joli. C'est une question peu… oui, c'est l'esthétique, je sais. Ça, c'est disparu parce que, bon, le langage administratif a malmené toute la politesse du monde et on ne nous reste que la misère littéraire. Et bon, c'est comme ça. Dommage. Par rapport à la deuxième partie de notre exercice, de l'exercice de la rédaction d'histoire, bon, c'est le développement. En total, le développement devrait avoir maximum 200 mots.
arboré, je ne sais pas. Ça devrait donc, les élèves devraient utiliser plus ou moins 200 mots. Pourquoi? Parce que j'ai calculé sur 360. Moi, je suis pour horror vacui. Alors, je profite de tous les mots possibles et l'introduction serait 100 mots, le développement serait 200 mots et la conclusion serait 60 mots. Bon, je sais que c'est possible de faire une rédaction en 240 aussi, mais je trouve que c'est toujours trop juste, c'est pas suffisant. Alors, si on veut s'exprimer d'une manière correcte, si on peut exprimer tout ce qu'on connaît par rapport au sujet, pourquoi pas le faire, non? Bon, alors, l'objectif du développement serait quoi? Serait bien sûr répondre à la problématique qu'on s'est posée et la répondre toujours dans le même ordre qu'on vient d'annoncer dans l'annonce du plan. Il faut développer tout simplement tout ce qu'on a annoncé dans ce plan, dans la première partie que c'est l'introduction. Alors, bon, je vous donne un conseil que je suis parfois pas capable de suivre. Hein? C'est équilibrer les trois parties du développement, équilibrer en termes de volume, c'est-à-dire essayer de faire donc 7 ou 8 lignes la première partie, 7 ou 8 lignes la deuxième et 7 ou 8 lignes la troisième si on prépare le développement en 3 parties. Et bon, si on le prépare en 2 parties, bon, bien sûr, on peut faire différemment. On va faire donc 10 lignes et 10 lignes pour arriver à ces 200 mots. Alors, il faut aussi, parce que les élèves, ils sont hystériques avec ces trucs des mots. Alors, il faut leur dire qu'il ne faut pas compter les mots. Personne ne va jamais compter les mots dans l'examen. Il ne faut pas les compter et il ne faut pas mettre le numéro avec les nombres des mots. Je crois que tout simplement, si on fait, on compte normalement 10 mots par ligne, c'est suffisant pour qu'ils ne se cassent pas la tête. Et chaque fois qu'ils écrivent une phrase, ils comptent tout, ils perdent son temps d'une manière qu'il ne faut pas. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour perdre. Alors, je crois que... Bon, est-ce que vous le faites, ça, de leur demander... Tu le fais, Andrea? Dis-nous, non? Le micro marchait pas. Ça marche? Oui. Oui, ça marche. En fait, je me souviens, ça fait 2-3 ans, j'étais surveillante et l'inspectrice, elle a demandé aux élèves de compter les mots. C'est pas vrai. C'est vrai. Et depuis ces jours-là, je demande aux élèves si jamais ils ont le temps. Parfois, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Bien sûr que non. Mais c'était l'inspectrice. Alors, depuis... Oh, c'est pour ça, justement, c'est pour ça, c'était l'inspectrice. Probablement, elle n'avait jamais lu un examen de Vachivac. C'est pas ça? Bon. Por la boca muere el pez. Bon, alors, je vous conseille de suivre le conseil d'Andrea parce que si l'inspectrice, avec toute sa sagesse, nous a conseillé de compter les mots, alors, bon, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Merci, Andrea. Pardon, non, mais oui. Non, que tu as demandé, je lui demande, mais surtout au début, quand il commence, pour qu'il s'habitue à savoir combien de mots il utilise pour la rédaction. Après, c'est pas trop important. Mais surtout quand il commence à faire des rédactions, je lui demande de compter tous les mots. Oui, c'est pas mal, mais normalement, ce que je demande, c'est de compter 10 mots par ligne. Et bon, je crois que c'est suffisant. Sauf si un élève qui fait qui a une calligraphie de cagada de mosque. Hein? Alors, bien sûr que il va mettre probablement 20 mots dans la même ligne. Bon, je sais pas. Alors, bon, c'est à vous de décider.
Merci. Vous avez d'autres questions ou je peux continuer? Oui, mais ça, c'est pas le DELF. Oui, Anthony, ça, c'est pas le DELF. Même si c'est un examen officiel. Bon, merci. Pas d'autres interventions? Non? Bon, je continue donc. Alors, la rédaction de cette partie de notre exercice, de notre copie, doit se faire directement parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de la faire en brouillon et la refaire tout de suite. Et ils n'ont pas le temps, c'est impossible. Alors, ça va leur prendre probablement 30 minutes. Ah, pardon, 1 heure. Ça, c'est 1 heure. À mon avis, moins d'1 heure pour rédiger 200 mots bien structurés, bien travaillés. Et je crois que moins d'1 heure, c'est difficile. Mais en plus, il faut le faire directement et il faut qu'il fasse attention, il faut écrire doucement pour ne pas se tromper. Bon, encore un truc par rapport à ça de l'écriture. Je ne sais pas si c'est légal. Ça, il faudrait parler avec cette inspectrice parce que il y a, vous savez, des stylos qui sont effaçables. Ça, c'est un miracle de la technologie. Alors, si ils peuvent utiliser ça, all in volume. Pourquoi? Parce que comme ça, on va pas malmener la copie et la remplir de typex parce que c'est vraiment désagréable. Alors, mais il va falloir que quelqu'un découvre si ça c'est possible ou pas dans l'examen de Vachivac. Si un stylo effaçable, c'est bon, c'est permis dans cet examen-là. Ça pourrait faciliter énormément que la copie de nos élèves soit bon, jolie, agréable, aimable. Bon, et je continue dans cette étape du développement. Alors, la progression du développement, la manière de rédiger le développement doivent être bien sûr marqués par des connecteurs logiques appropriés. Non, appropriés. Parfois, ils ne sont pas seulement nécessaires entre chaque paragraphe pour les lier. Ce sont en fait des mots de liaison. Même dans l'intérieur de chaque paragraphe, il va falloir d'introduire ces mots de liaison pour que la copie soit correcte, bien rédigée et intéressante. Bon, s'il faut les mettre, les élèves, ils doivent savoir quelles sont leurs possibilités. Alors, à mon avis, c'est intéressant. Je ne vous ai pas mis un document sur ça parce que c'est un truc de langue, mais je crois qu'il faut connaître par cœur des synonymes et des synonymes et des synonymes des mots de liaison pour ne mettre toujours cependant, 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 cependant. Alors, je crois que ça, c'est intéressant. Je sais que les profs de langue donnent ces conseils, mais s'ils peuvent les apprendre par cœur, ça va nous faciliter beaucoup la rédaction d'histoire. Alors, en outre, parfois, s'ils ont la possibilité, je conseillerais d'écrire des phrases de transition entre un paragraphe et le suivant, parce que ça montre un peu la maturité de l'élève. Ça peut nous montrer comment l'élève a bien compris le sujet et il est capable de lier le paragraphe antérieur avec l'idée qu'il va proposer tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous le demandez à vos élèves, j'essaie de leur demander en terminale, pas en première année, parce qu'en première année, les pauvres, ils ne parlent pas français, alors je ne peux rien demander du tout. Mais en terminale, je crois qu'ils devraient au moins au deuxième trimestre, ce trimestre qu'on commence maintenant, ils devraient le faire. S'ils ont la possibilité, parce que parfois, de 100 mots pour rédiger le développement, c'est pas trop non plus. C'est pas trop non plus. Bon. Alors, je vous ai mis là sur le document comment présenter donc les sous-parties
de chaque paragraphe. Alors, dans chaque paragraphe, à mon avis, ce qu'il faudrait faire serait de présenter une idée principale et annexer et rajouter plusieurs exemples ou sous-parties de cette idée principale. À mon avis, c'est ça. Vous l'avez dans votre document. Alors, c'est le même truc. Le premier paragraphe, une idée principale, 3 sous-parties. Second paragraphe, une idée principale, 2, 3 sous-parties. Et troisième paragraphe, si le font, donc aussi, il va falloir l'illustrer, cette idée principale du paragraphe avec 2, 3 idées importantes ou, pardon, 2 ou 3 exemples ou 2 ou 3 sous-parties. Alors, en plus, il faut rappeler aux élèves aussi que ces paragraphes doivent être séparés aussi par un blanc. Et ce blanc doit être un peu plus large quand on arrive à la conclusion. On va séparer donc les 3 parties de l'exercice, introduction, développement, conclusion, avec un blanc un peu plus large que les blancs qui apparaissent au milieu des paragraphes, par exemple, du développement. D'accord? Alors, on arrive déjà à la conclusion. La conclusion, bon, je vous ai mis 60 mots, bon, peut-être c'est 50, peut-être 40, je ne sais pas. Hein. Quel est l'objectif de cette conclusion? L'élève peut choisir. Il y a 3 manières de présenter une conclusion. Bon, probablement, il y en a une dizaine, mais les plus faciles à expliquer à nos élèves et qu'ils puissent les développer, c'est ou bien présenter un bilan de tout ce qu'on vient d'expliquer, un petit bilan dans 2 lignes, 3 lignes, un petit bilan de tout ce qu'on a donc montré jusqu'à ce moment-là, ou bien l'aboutissement de l'argumentation, vraiment une conclusion réelle, c'est qu'on dirait une conclusion pour un historien, ou fermeture, non? Pour, je ne sais pas le dire en français, pour arrodoni, non? Tout ça qu'on vient d'expliquer. Ou bien, une brève réponse à la problématique dans une seule phrase. C'est-à-dire tout ce qu'on a expliqué dans le développement, en faire une phrase pour répondre à la problématique. Et ça, c'est pas facile pour un élève. Parce que la capacité de synthèse, bon, c'est peut-être difficile pour eux. Bon, avec mes élèves, au moins, c'est difficile. Hein. Moi, normalement, ce qu'ils me présentent, c'est un bilan de tout ce qu'on a expliqué. Hein. Bon, d'ailleurs, la conclusion peut être un peu plus compliquée et je vous conseille aussi d'insister aux élèves à qu'ils travaillent cette partie de la conclusion. On peut diviser la conclusion en 2 parties aussi. La première partie serait donc ce bilan ou cet aboutissement ou cette réponse à la problématique. Et la deuxième partie de la conclusion serait une ouverture vers l'avenir. Et cette ouverture, il faut la rédiger avec une nouvelle problématique. Il faut se poser une question à la fin de l'exercice. Si les élèves sont capables de faire ça, bon, cantamos bingo. Ça, c'est pas facile du tout. En première année, c'est impossible, mais je crois qu'en deuxième année, en terminale, vous allez y arriver avec vos élèves. Parce que moi, je suis très contente, je viens de faire les examens. Oui, Anthony, oui. Je t'écoute. Alors, I'm sense? Oui, bien sûr. Ok. Alors, en fait, la question, c'est, tu sais, par rapport, je suis en train de regarder la grille d'évaluation, et dans la grille d'évaluation, la deuxième partie, c'est conclure la réponse, répondre à la problématique. Donc, ma question, c'est, est-ce que la conclusion
doit toujours avoir la réponse à la problématique qu'ils ont formulée dans la conclusion. Parce que sinon, enfin, si je comprends bien la grille d'évaluation, ils n'ont pas 0,25 s'ils ne répondent pas à leurs questions dans la conclusion. Est-ce que c'est bien ça? Bon, en fait, à mon avis, si tu présentes un bilan, même si tu présentes l'aboutissement de la rédaction du développement ou la réponse directement à la problématique, je crois que les trois choses servent à répondre à la problématique, non? À mon avis. Je crois que quoi que ce soit que l'élève présente, je crois que c'est le même, non? En fait, c'est une réponse à la problématique d'une manière ou d'une autre, mais c'est finalement une réponse, non? Moi, je ne sais pas. Comment vous voyez ce sujet? Ok. Bah, en fait, c'était le doute que j'avais, si vraiment il fallait que ça soit explicitement la réponse à la question. Donc, c'est pas nécessaire que ça soit aussi explicite que ça. Enfin, moi, je pense comme toi que en reformulant un petit peu finalement ce qu'ils ont développé tout au long de leur travail, que finalement, c'est répondre à la problématique, Oui, parce qu'on ne peut pas non plus répondre oui ou non. Enfin, exactement. Andrea veut intervenir. Par exemple, aujourd'hui, sujet en seconde. Napoléon, continuateur ou liquidateur de la Révolution. Développement, rien à voir avec la problématique. En fait, la problématique, elle était proposée. La conclusion, elle répondait, c'est-à-dire, il disait pourquoi il était liquidateur, c'est-à-dire un plan dialectique. Mais les développements, rien à voir avec la problématique qu'ils se sont posés. Alors, pour la conclusion, c'était, ils répondaient à la problématique. Alors, ils avaient 0,25. Après, c'était hors sujet. Bon, bref, c'était pas précis, c'était pas approprié parce qu'ils n'ont pas répondu à la problématique proposée. C'est-à-dire, pas toujours la conclusion se doit au développement. Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas si je m'explique. Oui, j'ai compris. J'imagine, oui, c'est facile à comprendre. Oui, mais ça, c'est parce que si les élèves n'ont pas suivi l'annonce du plan, ne répondent pas à la problématique, bon, il faut qu'ils travaillent plus dessus. Ils sont obligés à donner 0,25 parce qu'en fait, ils répondaient la problématique à la conclusion. Je voulais dire juste ça. Oui. Ouais. Bon, c'est un piège, un peu. Oui. C'était un piège, c'était un examen pas honnête, justement, je trouve que c'était pas un examen honnête. Ouais. On faisait une conclusion qui n'avait rien à voir avec les développements. Oui. Non, à mon avis, c'est bon, il faut mettre 0,25, 0,25, mais bon, c'est pas la logique, dans la logique de la rédaction, non? Ouais. Merci vous deux. Oui, il y a d'autres. Oui, je t'écoute. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Alicia. Salut. Eh bien, moi, normalement, je leur dis de répondre à la problématique parce que normalement, la conclusion ne doit pas ajouter des nouvelles données. Donc, ça leur permet aussi de comprendre que le devoir est structuré. Ce n'est pas une question de donner des données n'importe comment, d'accord? Et ça leur permet, voilà, de ne pas faire des hors-sujets ou de donner des nouvelles informations dans la conclusion, mais ça leur force un peu de revenir sur ce qu'ils ont développé. Donc, ils font une problématique, ils sont forcés de savoir comment répondre à cette problématique et finalement, ils rédigent, ils font une synthèse et c'est comme ça que je leur donne un peu la structure. Parce que sinon, moi, pour mes élèves de cette année de seconde bachillerato, je vois qu'ils ont beaucoup de problèmes pour bien comprendre. Bon, pas tout le monde, évidemment, j'en ai qui sont très, très bons. Mais la plupart, ils ont beaucoup de problèmes pour comprendre ce genre de structure qui, en fait, est un peu différent de la façon dans laquelle ils ont appris l'histoire dans Historia d'Espagne ou même dans la ESO. Parce que c'était plutôt une question de vomir des données d'une façon beaucoup moins précise. Et ici, je leur demande beaucoup de précision, donc je leur donne beaucoup de structure. Et c'est la façon de maintenir cette structure, en fait. Et en assurant qu'ils ne vont pas faire des hors-sujets, ils vont ajouter des nouvelles informations dans la conclusion et les bien marquer comment rédiger et quelles sont les règles. Oui, non, c'est ça. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai pas dit d'ajouter des nouvelles informations dans la conclusion. C'est pas ça. Hein. Le seul truc, c'est
que la conclusion, il y a la possibilité de se présenter ce bilan, cette conclusion, cette réponse à la problématique, mais en plus, on peut rédiger une ouverture, c'est tout simplement son 10 mots, 15 mots, pour présenter comment tout ce qu'on vient d'expliquer par rapport au sujet proposé, comment ça va évoluer dans l'avenir. S'ils sont capables de poser une question comme ça, ça fait l'examen gros, vraiment. Alors, je vous ai mis des exemples, pardon, sur le même sujet, la guerre d'Algérie. Et par exemple, c'est vraiment court ça. Bon, le dernier, jusqu'à quel point cette guerre, on a tout expliqué. On a expliqué la guerre, on a expliqué les différentes phases, on a parlé de Gaulle, de la fin de la 4e République, le début de la 5e. Bon, d'accord. Conclusion, je ne sais pas. En somme, la guerre d'Algérie, engagée dans une impasse entre 1954 et 1958, au temps de la 4e République, a finalement trouvé une issue favorable entre 1958 et 1962, au début de la 5e République, fondée par le général de Gaulle. Et jusqu'à quel point cette guerre qui achève l'empire colonial français va faire ressentir ses répercussions sur le peuple français, si on est capable de rédiger cette petite phrase, cette petite problématique à la fin de l'examen, à mon avis, ça va leur donner une chance d'avoir une bonne note si le reste de l'examen est suffisamment digne. Je ne sais pas, bien sûr, c'est mon critère, hein, mais moi, je conseille toujours à mes élèves de le faire, d'essayer de le faire. En première année, c'est impossible. En terminale, je crois qu'ils devraient le faire. Ils devraient le faire. En plus, ils ont le modèle des problématiques, c'est la même structure. Il ne faut que prendre les problématiques et essayer de fabriquer, de créer une question, de se poser une question dans l'avenir. Et en plus, il faut leur dire, si vos élèves font ça, que c'est le seul futur, verbe en futur simple, qu'ils vont utiliser durant tout l'examen. Parce qu'on ne peut utiliser, je ne sais pas si les gens qui commencent cette année-là, peut-être ils ne le savent pas. L'examen de Bachivak doit être en présent, en parfait et passé composé, basta. Présent, passé composé et en parfait. Le futur n'existe pas. Seulement que dans cette phrase hypothétique, cette question hypothétique qu'on peut mettre dans la conclusion. Je ne sais pas, Andrea, si tu le fais comme ça au Chevier. Moi, que présent historique, parce qu'après, sinon, il n'y a pas d'homogénéité verbale, et c'est un présent historique. Oui, moi aussi. Mais bien moi, sûr. Parfois, je préfère qu'ils mettent plus que parfait, parce qu'à la fin, le plus que parfait, c'est le verbe historien, parce que. Bon, ça serait un imparfait, c'est un imparfait, oui, non, oui. Ouais. Parfois, je préfère ça, mais c'est marrant ou des formes, oui. Moi, j'ai habitué mes élèves au présent historique, et bon, et comme ça, on ne commet pas des erreurs, c'est ça que disait André. Hein. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, encore une chose. Pour rédiger la conclusion, bon, j'ai écouté de différentes manières de le faire, mais je vous conseille de rédiger la conclusion après avoir écrit le développement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, au début de l'examen, il faut faire l'introduction et la conclusion en entier quand on commence. Mais à mon avis, c'est pas une bonne idée, ça. Parce que même si toi, dans l'introduction, toi, tu as annoncé le plan, après, quand tu rédiges, il y a des trucs qui apparaissent que peut-être tu n'as pas pensé avant à les introduire. Alors, c'est mieux toujours de rédiger la conclusion après avoir rédigé le développement. Parce qu'on ne sait jamais
qu'est-ce que tu peux, ça peut t'arriver à la tête et le mettre dans le développement, et après, tu peux le profiter pour la conclusion et pour ne pas se contradire non plus. Alors, à mon avis, c'est au dernier moment qu'il faut faire la conclusion. Pour faire la conclusion, il va nous falloir 15 minutes. 15 minutes. Alors, si on fait l'addition, on a une demi-heure pour l'introduction, 1 heure pour le développement et 15 minutes pour la conclusion. Qu'est-ce qu'il nous reste? 15 minutes pour bien rédiger l'examen, bien comprendre tout ce qu'on a écrit, bon, corriger les fautes d'orthographe s'il faut. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ces stylos fantastiques, miraculeux, effaçables. Pilot. Il s'appelle Pilot. Je ne peux pas faire de la propagande, mais bon. Alors, je ne sais pas si je dois rajouter rien à cette structure. Je crois que non. Alors, c'est à vous si vous avez des questions. Sinon, je prends un autre exemple. Vous n'avez pas de questions, c'est bon, c'est pas difficile. Heureusement que vous avez le document, parce que sinon c'est bon, c'est très ennuyant. Hein. C'est différent d'une conférence comme hier, Pascal. C'est vraiment un plaisir de l'écouter. Mais si on parle de méthodologie, bon, je comprends que je suis pas sexy du tout. Hein. Bon, c'est comme ça. Alors, si vous n'avez pas de questions, on peut regarder un deuxième exemple ou si vous voulez, on peut aussi, on a encore du temps. Oui, bien sûr, oh, que bien. Bon, alors rien. On peut regarder le deuxième exemple pour que vous voyez comment annoncer le plan avec ces différentes parties. Bon, c'est un exemple, cet exemple sur le modérantisme. Si vous prenez la page entitrée rédaction d'histoire Bachiva, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mis, la crise du modérantisme en Espagne, mais pas le thème. Je vous ai mis aussi dans ce mail le sujet que j'ai préparé pour mes élèves sur la crise du modérantisme. Parce que, bon, j'ai pensé que, étant donné que je préparais l'exemple de rédaction d'histoire Bachivac sur le modérantisme, et en plus, c'est un sujet difficile à trouver en français parce que il n'y a pas trop de bibliographie. Je ne sais pas si vous avez des problèmes, mais bibliographie de l'histoire de l'Espagne en français, bon, ça c'est parfois c'est diabolique. Ça, hein. Alors ce thème, je l'ai préparé moi-même. Bon, à partir de différents livres que j'ai à la maison. Et bon, j'ai pensé de vous le passer pour que, comme ça, vous pouvez le profiter. Hein. Si ça vous est utile, je ne sais pas. Hein, c'est pas trop long, mais ouais, en fait, c'est une partie, c'est 12 ans, les dernières 12 ans du gouvernement, du règne d'Isabelle II. Hein. Alors, c'est sur ce sujet que j'ai préparé cet exemple-là. Si vous l'avez sur votre écran, on va le réviser et comme ça, vous pourrez me poser des questions s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Bon, je commence donc ce nouveau sujet. Hein. Alors, par rapport donc à la crise du modérantisme en Espagne, si un examen de Bachivac au mois de mai veut tuer nos élèves, on va mettre ce sujet-là. Hein. Bon, j'ai mis une chronologie quelconque, ça c'est pas important, parce que normalement la chronologie ne sert à rien, vous le savez. Et elle ne sert qu'à faire tromper les élèves et que les élèves pensent qu'il faut mettre tous les dates de la chronologie et les expliquer. Et bon, ça c'est un désastre. Alors, à mon avis, ça serait bien mieux de l'effacer et de ne donner qu'un titre. Et ça, oui, ça c'est intéressant de donner les bornes chronologiques de ce titre. Alors,
notre titre, c'est la crise du modernisme en Espagne, 1856-1868. Bon. On va donc organiser l'exercice de la même manière qu'on a vu notre truc antérieur. Maintenant, c'est un truc pratique où je vous ai pas mis à nouveau toute cette histoire qu'il faut rappeler tout le temps aux élèves. Maintenant, c'est un exercice de méthodologie, mais très pratique, et on va le lire ensemble pour voir comment c'est possible de réussir à faire cet examen sans mourir en l'intento. Alors, la première chose, donc, c'est l'introduction, bien sûr. On va faire une introduction de 100 mots, parce que 120, ça serait trop. Bon, vous pouvez effacer ça de 120. À mon avis, 100 mots, c'est suffisant. Alors, la phrase d'accroche, bon. Si vous avez eu le temps, je ne sais pas, de lire ce thème de la crise du modernisme, bon, vous connaissez, si vous venez de le lire, bien sûr, ça c'est frais, vous allez bien comprendre. Sinon, bon, après, vous pouvez le réviser quand vous voudrez. Hein. Bon, après l'échec des progressistes, vous savez qu'il y a un biennat progressiste au milieu du règne d'Isabelle II. Il y a un biennat progressiste où Espartero arrive à nouveau au pouvoir. Il avait été déjà régent dans les débuts du règne de tandis après Marie-Christine, hein, après la régence de Marie-Christine. Bon, alors un autre truc, je vais me couper moi-même parce que c'est un truc aussi important qu'il faut rappeler aux élèves. Les protagonistes des faits ont un prénom et un nom. Hein? Alors, il faut leur dire, s'il vous plaît, si vous ne connaissez pas le prénom, c'est pas grave, mais il faut mettre, bien sûr, le nom. Si vous ne connaissez que le prénom, c'est vraiment ridicule, l'exercice. Parce que moi, je me suis trouvé de m'expliquer. Bon, par exemple, sur Espartero. Parce que Baldomero Capaqui, Baldomero Capella, mais j'ai l'impression qu'on parle du concierge. Et bon, c'est vraiment... je le trouve insupportable, ça. Et bon, ça m'énerve. Alors, bon, il faut insister qu'ils apprennent par cœur les prénoms, d'accord, mais surtout le nom de famille des protagonistes des faits de notre histoire. Parce que Baldomero Capaqui, Baldomero Capella. Bon, alors, excusez-moi pour cette coupure, hein, je reprends le sujet. Bon, après l'échec donc des progressistes, 1854-1856, les modérés reviennent au pouvoir avec les généraux Narváez et O'Donnell. Bon, ça, j'espère qu'ils vont l'apprendre parce que, bon, c'est tellement répétitif le sujet, hein, Narváez et O'Donnell, Bon, alors, j'espère qu'ils vont apprendre les protagonistes du modernisme. Bon, allant jusqu'à 1868, ces derniers temps du règne d'Isabelle II sont appelés comme la crise du modernisme, Bon, je crois que j'ai utilisé une trentaine de mots, mais ce qui est important, c'est ça. Les bornes chronologiques, et bon, j'ai pas mis que ça se passe en Espagne, mais bon, je crois que dans ce sujet, il faut pas, dans la phrase d'accroche, d'insister, ou peut-être, oui, je sais pas, ces derniers temps du règne d'Isabelle II en Espagne, oui, peut-être, mais je crois que c'est plus important bien cerner les dates dans ce cas que ne pas bon, on sait que c'est l'Espagne. Bon, par rapport à la problématique, je vous ai mis là une problématique bien longue parce que, bon, je sais pas, j'ai pensé que c'était approprié par rapport à ce sujet. Bon, plus réactionnaire ou plus progressiste, les gouvernements conservateurs et unionistes qui se succèdent, ça, un autre truc.
un autre truc à dire, le verbe succéder. Les élèves vont utiliser le verbe succéder pour dire ha sucedido en espagnol. D'accord? Alors, il faut insister aussi que ce verbe en français, c'est un verbe qui ne veut dire que explique une succession, que quelqu'un succède dans le temps chronologique à quelqu'un d'autre, ou des faits, des événements, des personnages, des rois, quoi que ce soit, mais qu'il n'utilise ce verbe pour dire qu'un truc s'est passé. Non. Il faut insister parce qu'ils se trompent tout le temps. Ils font la traduction directement du catalan et de l'espagnol et bon, ça ne marche pas. Bon, alors, ces faits, donc, se succèdent, ah non, les conservateurs et les unionistes, mais tu vois, moi-même, qui se succèdent entre 1856 et 1868, vont-ils promouvoir les changements politiques, économiques et sociaux largement réclamés par les Espagnols? Bon, je conseille encore une fois de rédiger la problématique inversée, avec la question inversée, parce que c'est plus joli. Je ne sais pas comment vous le faites chez vous, avec vos élèves, mais à mon avis, une problématique inversée, la question inversée, c'est plus sympa hein, que, je ne sais pas, si vous avez rien à ajouter. Encore une chose, espagnol, français, catalan, allemand, ils n'arrivent pas, les élèves, il faut insister au nom des nationalités, il faut les écrire avec la majuscule. Si c'est un nom majuscule, si c'est un adjectif minuscule, ils se trompent tout le temps, ils mélangent les deux idées et il faut donc insister à ça. Si c'est un nom majuscule, si c'est un adjectif minuscule. Bon, par rapport à l'annonce du plan, j'ai mis beaucoup d'exemples, je ne vais pas tout lire parce que vous pouvez le lire après. Alors, je ne sais pas si il y a un qui soit un peu plus original, je ne sais pas, parce que j'ai tout mélangé. Bon, je vais lire le troisième, par exemple. L'installation du libéralisme en Espagne n'a pas été facile. Nous verrons d'emblée les points forts et les faibles des unionistes, puis ceux des modérés autoritaires, et finalement, comment les différentes crises mettent en œuvre des concepts révolutionnaires qui balaient le conservatisme et accélèrent la chute de la monarchie. Bon, alors on utilise normalement, si c'est une annonce du plan en 3 parties, normalement, on va utiliser 3 mots de liaison. Normalement. Peut-être il ne faut pas, parce que, par exemple, dans le suivant exemple, je n'ai mis que 2. Je n'ai utilisé que 2. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais il faut bien choisir, il faut insister aux élèves à bien choisir ces mots de liaison. Parce que, et comme je vous ai déjà dit avant, apprendre par cœur des synonymes pour ne pas répéter tout le temps le même idée. Et bon, encore une chose, en premier lieu, en second lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu, bon, vraiment, non. Il faut donc essayer d'utiliser d'autres mots, hein, à mon avis. Bon, et par rapport au développement, je ne sais pas s'il ne va pas falloir le lire. En tout cas, si vous voulez le lire et bon, faire participer, commenter, comment vous le voyez. Moi, en fait, je n'ai pas respecté cette idée de présenter les 3 parties, de la même, avec 7 lignes chacune. J'ai fait ce que j'ai voulu faire. Alors, c'est pas trop
trop pratique cet exemple, mais bon, si vous voulez le lire, et on en reparle. Est-ce que vous avez des idées à ajouter ou vous avez des commentaires pour améliorer ce développement? Je ne sais pas combien de mots j'ai mis là. Bon, si vous avez rien à ajouter, s'il n'y a pas de commentaires, bon, je continue et on va voir comment ce qu'on a parlé avant, un autre exemple de conclusion. Vous avez rien à ajouter donc? Non? Merci. Bon, je continue donc. Par rapport à la conclusion. Alors, vous voyez, c'est aussi, je l'ai divisé, je la présente divisée en deux parties. Comme c'est mon habitude, c'est l'habitude de mes élèves, de présenter la fermeture et après l'ouverture. La fermeture qui ferme notre sujet, notre développement. Et bon, dans ce cas, c'est un résumé. Bon, vous aurez pu écrire en somme, en conclusion, je ne sais pas. Il y a beaucoup de mots de liaison qui indiquent la conclusion. Hein, pour conclure, je ne sais pas. En résumé, donc, durant cette période, le modérantisme privilégie l'ordre et une constitution trop conservatrice sur les principes de la nouvelle société libérale. Ainsi, ce régime déçoit les Espagnols à tout point de vue. La couronne, culturellement absolutiste et trop liée au système modéré, ne va pas y survivre. Alors, c'est trois phrases très courtes, qui te donnent donc la possibilité de finir par une nouvelle problématique. Et c'est là où on utilise le futur, justement. Je ne sais pas, par exemple, je vais choisir la deuxième, la septembrina va-t-elle réussir à installer le libéralisme en Espagne? Alors, on se pose la question si vraiment cette révolution glorieuse, appelée aussi la septembrina, parce qu'elle a lieu, elle se passe durant les mois de septembre 1868. Alors, cette septembrina va-t-elle réussir à installer le libéralisme en Espagne? Bon, ça serait, à mon avis, une bonne manière de finir un exercice sur le modérantisme, que j'espère que jamais de la vie ça nous apparaît comme sujet au bas-chivac, parce que je ne sais pas vous, mais moi-même, moi j'aurais des problèmes. C'est l'horreur. Hein. Alors, si vous voulez, si vous n'avez pas des questions, on peut parler un peu de la bibliographie, je ne sais pas. C'est à vous de me dire. Parce qu'on a encore 20 minutes, on peut bien profiter, on peut… Et sinon, bon, je vais parler encore d'un autre truc. Alors, vous avez des questions par rapport à cet exercice, ce deuxième exercice qu'on a ici? Non? Personne?
Ok, c'est bien. En fait, Oui. pardon, hein. Moi j'ai les questions, c'est pas que j'ai des questions par rapport à tout ce que tu as expliqué, j'ai trouvé ça très clair. Moi, le problème que j'ai, c'est dans l'évaluation avec la grille. D'accord? Parce qu'en fait, j'aimerais bien, enfin moi, j'ai refait une grille que je me suis appropriée, parce que je trouve que la grille, par exemple, dans les critères mobiliser ses connaissances, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 10, pardon, je ne sais pas si c'est combien, différents critères, différentes notes. D'accord? Ça va de 0 à 1,5. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment on définit, si on met un élève 0, si on met 0,25, 0,5, 0,75, qu'est-ce qui fait que l'élève va obtenir 0, 0,5, 1,25 ou 1,5. Alors, je ne sais pas si il y a une autre formation de prévue pour expliquer ça, ou parce que c'est quelque chose de, je pense, assez difficile à comprendre. Et est-ce qu'il y a justement des critères pour nous aider, nous, à comprendre comment on évalue? Bon, Anthony, je crois, à mon avis, que c'est ton critère à toi. C'est à toi de décider, face à la réponse de l'élève, si, bon, ça c'est, tu fais, comment le dire, t'as la grille et l'élève, tu crois qu'il a répondu à la moitié de l'information que tu t'attendais. Alors, si dans cette grille, c'est de 0 à 1 point, bon, tu vas le mettre 0,5. Mais c'est à toi de décider ce que tu attends de ton élève, non? Moi, je ne sais pas les autres, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, moi, je pense que la grille dans cette partie-là, enfin, moi, c'est un avis très personnel, évidemment, je pense qu'elle n'est pas bien faite parce que justement, en fait, pour chaque point, il devrait y avoir un critère particulier. Tu vois, il y a d'autres grilles dans d'autres matières qui sont mieux faites que ça et qui te disent, voilà, ça, en fait, ça représente tant de points. Si l'élève, il a fait un développement dans lequel il expose ses idées et c'est clair, etc. Et après, tu auras un autre critère. Les idées sont là, mais c'est pas toujours clair. Donc déjà, pour toi, c'est plus facile de décider si tu mets 1,5, 1,25, 1, ou etc. Et c'est vrai que moi, ça, c'est un truc qui me manque, en fait. Après, je suis d'accord avec toi, on est obligé de faire finalement un autre critère parce qu'on n'a pas d'autres. Oui, non, mais bon, mais tu vois, pour toi, ça, c'est un problème. Pour moi, ce qui est un problème, c'est d'avoir une grille. Parce que, oui, moi, je suis de l'ancienne école et moi, je vois la grille. Moi, bon, pour moi, c'est me ponen los pelos como escarpias. Hein? Alors, pour moi, j'ai lu l'exercice de l'enfant, de l'élève, et je vois si l'élève, il y arrive pas. Je crois que je peux arriver à la même note que toi en suivant une grille, en ne faisant que la lecture. Alors, ça, c'est, je crois, c'est le critère personnel. Heureusement, on a encore ce qu'on appelle la liberté de cátedra. Hein? Et alors, à mon avis, c'est à chacun de nous, d'entre nous, les profs, qu'il nous faut choisir notre manière de corriger. Alors, pour toi, par exemple, si tu considères que ça c'est très utile, bon, tu peux te fabriquer ta propre grille, mais c'est évident que si, quand on arrive aux examens extérieurs, à l'examen de Bachivac, je crois que cerner trop les limites des élèves par rapport à chaque sujet, à chaque petit point, ça c'est pas intéressant ça, parce que si ton critère à toi, après c'est pas le critère de la personne qui corrige l'examen, ton élève il va peut-être il va avoir une note, bon il va avoir moins ponctuation, non? Je ne le ferai pas, ça, de cerner trop dans l'évaluation les différents points. Après, moi, le problème que j'ai, c'est ça, c'est que souvent, bon, ça, je pense que ça se fait surtout en Espagne, parce qu'en France, moi, j'ai pas le souvenir que les élèves viennent quémander comme ils le font ici et essayer de grappiller des points. Ça, moi, je le trouve souvent. J'ai les élèves qui viennent, ah, mais pourquoi lui, il a eu tant de points à cette partie-là et moi, j'en ai eu que ça. Enfin, c'est ça qui me gêne. Après, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que
on a aussi notre liberté pour noter. Et des fois, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, bah, c'est comme ça, et puis c'est tout, parce que justement, c'est pas facile C'est à comme expliquer. ça, et puis c'est tout. Oui, c'est tout. Oui, alors, à mon avis, moi, je préférais que mes élèves utilisaient le vous, et ils ne l'utilisent pas, ils sont incapables. Mais bon, il faut avoir un peu de distance. Hein. C'est vrai qu'on a l'habitude en Espagne d'être très copains avec les élèves, mais je crois que ça, c'est une erreur énorme, parce que, dans le monde pratique, ils ne sauront jamais utiliser vous voyez les gens. Ils ne savent pas vous voyez, mais ni en catalan ni en espagnol. Alors, le lendemain, où est-ce qu'ils vont travailler, ces gens-là? Parce que, vraiment, il faut mettre un peu de distance, hein, je crois. Alors, s'ils te demandent, c'est à toi de dire, c'est comme ça, c'est comme tu as dit directement, hein, c'est comme ça et basta. Et moi, je ne vais pas vous donner trop d'explications, parce que sinon, c'est vrai que moi, je sais pas comment se dit en français, mais je suis une sorcière, hein. Avec mes élèves, oui, c'est vrai. Moi, je suis l'extrême de chez extrême. Mais bon, finalement, ils apprennent, et bon, c'est mon but à moi qu'ils apprennent. Alors, il y a des différentes manières d'agir, non? Bon, je sais pas. Vous avez plus de questions? Oui, moi je voulais, j'ai levé la main en fait. Je voulais dire que moi, au contraire, je suis totalement d'accord avec Anthony ou Anthony. Parce que, par exemple, pour les professeurs les substituts, par exemple, ou les professeurs qui viennent de commencer à enseigner le bâti-bac, eh bien, c'est une méthode que je pense que c'est ça, ce que j'expliquais avant. Pour les élèves, c'est difficile de maîtriser. Donc, il faut être très, très clair et très, très cohérent dès le début. Et si au début, on n'a pas l'expérience, eh bien, on a besoin de bien savoir ce qu'on est en train de faire. Donc, avec la grille, avoir des précisions sur comment donner des points ou ne pas les donner et être cohérent pendant 2 années avec les élèves. Et en plus, c'est ça, c'est eux, ils vont te demander pourquoi j'ai les points comme ça et pourquoi pas comme ça. Donc, pouvoir leur donner une réponse bien précise sur quels éléments ils sont et quels éléments ils ne sont pas, par exemple. Je pense que c'est très, très important parce que ça leur donne une clarté de comment améliorer pour la prochaine fois. Et en plus, je pense aussi que vous avez dit que pour le critère, par exemple, peut-être nous avons un critère qui n'est pas exactement le même de la personne qui va corriger aux épreuves externes. Et ben, imagine que ce soit moi. Imagine-toi que ce soit moi. Mais par exemple, pour les personnes que nous n'avons pas une longue expérience dans le bâti-bac, eh ben, ça nous permet d'être plus confidents par rapport à penser si on est en train de leur enseigner les sujets de la façon qui va leur permettre de réussir les épreuves externes. Bien sûr, mais on est en train de corriger de la façon précise pour les épreuves externes, etc. Parce que moi, je n'ai pas fait encore aucune épreuve externe. L'année dernière, ça devait être ma première année. Mais bon, finalement, pas de preuve externe. Et voilà, moi, cette année, ça craint parce que je pense que je suis en train de leur donner une bonne méthode, mais on ne sait jamais. Je veux être rassurée et que je ne sois pas excessivement dure ou excessivement bonne avec eux. Et leur donner bien des idées. Alicia, de la manière que tu parles, que tu t'exprimes, bien sûr que tu vas leur donner une bonne structure. Ce qui c'est intéressant, c'est qu'ils connaissent bien le sujet. Et après, quand on est face en exercice, ils savent, s'ils connaissent bien le sujet, ils savent qu'est-ce qu'il faut expliquer, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Il y a 2 ans qu'ils travaillent de la même manière. Alors, je crois que c'est pas un sujet à craindre de ta part. Et bon, en plus, regarde, c'est impossible de te rassurer, c'est impossible de te donner cette tranquillité d'esprit, parce que si toi, tu deviens malade, personne va venir pour faire ton boulot. Parce qu'il n'y a personne
qui puissent faire le bachivak parce que il n'y a pas de prof d'histoire qui parle français dans les listes d'enseignement. Et voilà. Alors, si tu pars et tu deviens malade, ça ne va pas arriver du tout, il y aura personne qui va faire ton boulot. Alors, t'inquiète, parce que, bon, relájate y disfruta. On a ce qu'on a. Maintenant, chez nous, par exemple, on a la prof de bachivak, de langue et littérature, qui a eu un problème personnel. Elle est... bon, il y a 10 jours qu'elle vient pas. On a réussi à trouver quelqu'un. Mais bon, elle n'est pas prof de bachivak, elle est prof d'anglais, elle a le B2 de français. Bon, c'est oui, d'accord, elle a le B2 de français, mais elle n'a aucune idée d'histoire, pardon, de la langue qu'on en apprend en bachivak. Bon, alors, bon, c'est un désastre. C'est un désastre par rapport à ce truc que tu as dit de la substitution. Hein? Même si tu as une grille fantastique, une méthode d'évaluer plus que parfait, la personne qui viendra probablement sera quelqu'un avec le titre d'histoire et qui ne parlera pas français. Alors, bon, c'est tout ce que je peux ajouter. Moi, je vois que tu es vraiment, tu as les idées très bien structurées, mais on ne peut pas s'inquiéter pour des choses où l'on n'arrive pas. Merci. Bon, c'est la réalité, hein, c'est ce que je pense, hein, je ne peux pas dire autre chose. Hein, et, bon, c'est mon expérience à moi. On fait ce qu'on peut, exactement. On fait ce qu'on peut. Oui, voilà. Et à chacun son truc, chacun a sa manière de. Mais vraiment, je ne peux pas vous aider avec ces trucs de cerner tellement la grille parce que c'est pas ma méthode. Hein. Alors. Toi, t'es pas moi, regarde, mais c'est ça. Et moi, pour apprendre le français, je suis partie en France à la Sorbonne durant des étés. Bon, c'est ça. Moi, je parlais pas français. Oui, je parlais le français des bars. Hein, oui, le français à Plage d'Arou, tout le monde parle français, non? Parce qu'il faut draguer les Français. Mais c'est tout. Dommage. Mais bon. On se débrouille finalement, vous voyez. Je crois que c'est une question de volonté, c'est peut-être aussi un peu d'orgueil de dire, bon, je vais me débrouiller, je vais m'en sortir, parce que, bon, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voulez, on a encore... oui, on se débrouille. Bon, alors, si vous voulez, on regarde un peu, un petit moment, la bibliographie. Je vous ai envoyé, bon, Michel-Ange vous a envoyé une bibliographie commentée, mais bon, les commentaires sont à moi, hein. Alors, fais attention parce que ça veut rien dire. C'est à vous si vous trouvez ces ouvrages, si vous êtes intéressé. Bon, moi, vraiment, le seul truc que je voudrais vraiment vous suggérer comme très, très intéressant, c'est le premier. Ce cours d'histoire de France de cette fille, je ne sais pas comment elle s'appelle, Alouche, c'est bon, c'est un truc énorme comme ça, il a presque 800 pages, mais bon, il faut l'acheter en entier parce qu'on ne te vend pas la moitié par l'instant. Avec la crise, on va voir. Mais bon, par l'instant, il faut l'acheter en entier, il coûte 47 ou 48 €, mais c'est vraiment la Bible. C'est la Bible. Si vous avez ça, bon, moi, j'ai demandé à mon lycée. Bon, je l'ai acheté à Paris. En plus, je l'ai acheté à l'occasion à Gilet jaune, pardon. D'occasion, j'ai payé la moitié, comme tous mes livres. Moi, ça, c'est une bibliothèque monstrueuse. Et j'ai payé peut-être 25 €. Alors, tu peux répéter le nom du livre. Tu as le document Pili. Tu as le document, il y a une bibliographie commentée, comme ça, que Michel-Ange vous a envoyé. Mais bon, ces cours d'histoire, vraiment, j'utilise les dernières 300 pages, à partir donc de la montée au pouvoir de Louis XVIII,
à partir de Louis XVIII et jusqu'à nos jours. Bon, c'est pas nos jours parce que ça finit avec Sarkozy, je crois, mais bon, on peut y ajouter quelque chose. Hein. Et bon, c'est vraiment hyper intéressant parce que comme ça, les élèves auront oui, exactement. C'est ça, Laura. Merci. Exactement. Probablement, il y a des éditions plus modernes. Hein. La mienne, c'est ancienne parce que moi, je suis aussi ancienne et moi, je donne le Vachivac depuis beaucoup d'années. Alors, et le deuxième que j'utilise tout le temps, et je le conseille aux élèves aussi pour le 19e siècle, hein, s'ils le trouvent, hein, c'est le deuxième que je vous ai mis de cet historien Albertini, La France du 19e siècle, 1815-1914. C'est très facile à lire, même pour les élèves, et il n'est pas cher du tout. Il n'est pas cher du tout. Je ne sais pas s'il coûte, je ne sais pas, peut-être 10 € maximum. Nouveau. Et quel autre pour le 20e, par exemple? Pour le 20e, ça c'est aussi bien, de la même collection, non, c'est pas, oui, la même collection, Hachette supérieure, la France du 20e siècle, 1914-2002. Bon, c'est ça que j'utilise. Et j'utilise aussi de temps en temps, pour profiter les chronologies et des petits dossiers, ces chronologies de l'histoire de France de Becherel, c'est un truc tout petit, rouge, qui est aussi très bon marché. Ce truc-là, il est super facile. C'est pas une histoire complète, pas du tout, hein, mais de temps en temps, il y a un dossier que vous pouvez profiter. Et par rapport à ce dernier, je viens de l'acheter. Je ne l'ai pas trop travaillé, bien sûr, il y a 10 jours que je l'ai. C'est truc dit Histoire première, nouveau programme de Bélan. Bon, ça vient de sortir, et maintenant, c'est très intéressant pour vous. Maintenant, il vient d'être sur le réseau Canopé. Vous connaissez le réseau Canopé? Bon, c'est le gouvernement français qui, durant le confinement, a mis des centaines de livres que tout le monde peut utiliser, mais sur l'écran. Tu peux pas le mettre dans un pen, tu peux pas je ne sais pas comment se dit, descarregar, hein? Tu peux pas les copier, tu peux pas l'imprimer non plus. Et alors, j'ai fini, parce que j'ai vu que mes élèves en première, étaient très intéressés. J'ai mis le lien sur le Classroom. Vous travaillez avec Classroom? Bon, j'ai mis le lien de ce livre-là sur le Classroom et mes élèves m'ont demandé si je pouvais l'acheter pour pouvoir faire des photocopies de temps en temps. Et bon, moi, je viens d'acheter. En plus, sur Amazon, je l'ai demandé à 6 h de l'après-midi et le lendemain à 10 h, c'était déjà à la maison. C'est un truc incroyable. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'espionne, qui habite chez moi et qui travaille pour Amazon parce que ça, c'est inexplicable. Bon, un truc qui vient de France et qui arrive une douzaine d'heures. C'est incroyable. Alors, et avec ça, je crois que c'est déjà suffisant. Il est 7 h. Je suis enchantée de vous avoir aidé si ça arrive. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. J'arrête l'enregistrement, si vous semble. Au revoir. Merci à tout le monde. On se voit la semaine prochaine avec la conférence aussi de Pascal Rio sur la décolonisation. Merci beaucoup, surtout à toi, Esther, par ces magnifiques outils et tous ces conseils. Okay. Ah, une dernière question. Merci à tous. J'ai une dernière question, s'il vous plaît. Ah, oui. Oui, pour la conférence de la semaine prochaine, moi j'ai les évaluations. Ah non, pardon, c'est les travaux de recherche. Alors, je voulais savoir si cette conférence va s'enregistrer ou pas, parce que celle de hier,